Paris. Décembre 2025. Et l'enseignante Claire Dubois fait visiter les salles du musée du Louvre à 22 enfants. Est-ce âgé de 5 ans, tout est normal. Jusqu'au moment où tout change. Elio Moreau s'arrête devant une réplique du tableau La scène de Léonard de Vinci. Ses camarades courent vers les statues autour. Lui, il reste immobile. Complètement figé. Ses yeux bruns s'agrandissent. L'enseignante l'appelle 2 fois. Elio ne répond pas. Puis quelque chose d'impossible se produit. L'enfant lève son bras droit et pointe directement l'apôtre Jude sur le tableau. Sa voix change, elle devient grave, adulte. Claire. 13 pas à gauche. 6e ombre. Le premier est là. Les mots sortent avec une clarté terrifiante. Claire sent l'air se densifier. Un agent de sécurité s'approche. Inquiet. Elio continue de parler comme s'il récitait par cœur. Triangle inversé dans la main droite Thomas. 9 doigts visibles en tout. 3 groupes de 3. Code terminé. Son doigt se déplace sur la surface du tableau avec une précision mathématique. Claire tente de le saisir par l'épaule. Mais Elio ne réagit pas. Les autres visiteurs s'arrêtent pour regarder. Un vieil homme à canne murmure « Mon Dieu » et fait le signe de croix 3 fois. La température de la salle semble chuter de quelques degrés. Puis Elio tourne la tête vers l'enseignante. Ses yeux sont complètement blancs. Seuls les cornets restent d'un blanc pur. Tableau B. Léonard le savait. La fin est inscrite dans la géométrie. Sa voix résonne dans la pièce fermée avec un écho impossible. Claire crie pour demander de l'aide médicale. L'enfant tombe doucement sur le sol en marbre. Quelques secondes plus tard, il ouvre les yeux, ils sont à nouveau bruns et lumineux. Maîtresse, pourquoi sommes-nous ici? Elio sourit avec l'innocence absolue d'un enfant de 5 ans. Ce qu'il vient de dire est techniquement impossible pour un enfant d'âge préscolaire. Mais ce n'est que le début. Car les paroles d'Elio contiennent des informations que même les spécialistes de Léonard de Vinci ne connaissaient pas. Et quelqu'un, pas très loin de Paris, est sur le point d'écouter un enregistrement qui va tout changer. Comment un enfant de 5 ans peut-il connaître des secrets restés cachés pendant 500 ans? La vidéo dure 47 secondes. Claire l'a filmée avec ses mains tremblantes pendant qu'Elio parlait devant le tableau. Cette nuit-là, elle la télécharge dans un groupe Facebook privé réservé aux enseignants inquiets de l'EVA. En 72 heures, la vidéo atteint 200 vues. Mais une seule vue compte davantage que toutes les autres. Le Dr Alexandre Ferrand est dans son bureau à Paris quand son assistant entre sans prévenir. « Professeur, vous devez voir ça immédiatement. » Alexandre Ferrand est le directeur de l'Institut Léonard de Vinci. Il a consacré 38 ans de sa vie à étudier obsessionnellement chaque coup de pinceau du maître de la Renaissance. Il appuie sur play. Il voit l'enfant pointer. Il entend les mots. Son visage devient livide. Sa tasse de café glisse. Des mains tombent et se brisent. C'est impossible, absolument impossible. Sa voix tremble. Alexandre rembobine la vidéo 6 fois. Chaque visionnage confirme ce qu'il refuse de croire. Et l'enfant français vient de décrire le code des 13 pas que Alexandre n'avait proposé que dans un article académique il y a seulement 3 mois. Le document a été examiné par exactement 17 experts dans le monde. Aucun d'entre eux n'a partagé cette information avec le public. Mais il y a pire. Elio a parlé du nombre total de 9 doigts visibles dans un groupe spécifique d'apôtres. Alexandre n'avait jamais publié cette observation. Il l'avait découverte 2 semaines auparavant seulement. Grâce à la technologie des imageries infrarouges appliquées sur le tableau original à l'abbaye de Saint-Denis. Que quelqu'un d'extérieur au laboratoire connaisse ce détail est littéralement impossible. Alexandre appelle immédiatement l'école. Son français rapide force Claire à trouver un interprète. Je dois parler immédiatement avec cet enfant. C'est d'une urgence inimaginable. 20 heures. Plus tard, Alexandre Ferrand prend la route vers le centre de Paris. Dans sa mallette se trouvent des documents secrets sur la scène, des analyses chimiques, des radiographies et des études géométriques jamais rendues publiques pendant le vol. Alexandre Ferrand examine ses notes avec une obsession maniaque. Si un enfant connaît le code ES 13 pas sans aucune formation, 2 explications seulement sont possibles. La première, des informations extrêmement confidentielles ont été divulguées à un enfant de 5 ans. La seconde, une hypothèse que même Alexandre n'ose coucher sur le papier. L'avion atterrit à Paris à 6 heures du matin. Alexandre ne dort pas, ne mange pas. Son esprit est obsédé par le visage de l'enfant dans la vidéo. Ses yeux complètement blancs, cette voix qui n'appartient pas à un enfant. Dans sa chambre d'hôtel, il regarde à nouveau la vidéo. Cette fois, il remarque quelque chose de nouveau derrière Elio Moreau. Dans le reflet du verre protecteur du tableau, une ombre apparaît là où elle ne devrait pas être. Une forme humaine, qui n'appartient à aucun des visiteurs présents dans la salle. Alexandre sent un frisson parcourir son échine.
Il agrandit l'image sur son ordinateur portable. Les proportions de l'ombre correspondent exactement à celles d'un homme adulte du XVe siècle. Il tient un objet, une chose ressemblant à un parchemin d'architecte. Mon Dieu, murmure-t-il. Léonard, est-ce toi? Mais la question la plus effrayante reste sans réponse. Si cet enfant est vraiment lié à Léonard de Vinci d'une manière inexplicable, quels autres secrets attendent d'être révélés? La maison de la famille Moreau est située dans un quartier tranquille de Paris. Modeste, propre. Des dessins d'enfants sont accrochés sur le réfrigérateur. À 9 heures précises. Alexandre sonne à la porte. Sophie Moreau ouvre prudemment. Vous êtes français? Sa voix est fatiguée. Depuis les V1. Elio n'a pas pu dormir correctement. Au milieu de la nuit, il se réveille en criant des chiffres. 13,93. Toujours les mêmes chiffres. Alexandre entre. Il voit l'enfant par terre, jouant avec des blocs de construction. Elio lève la tête et sourit. Bonjour, monsieur, vous êtes venu pour le tableau? Sa voix est totalement normale. Le ton grave et adulte entendu au musée a disparu. Alexandre s'agenouille et sort une photo de sa mallette. C'est un détail agrandi de la scène, notamment la main droite de Thomas. Que fais-tu ici? Demande-t-il. L'enfant fixe l'image pendant environ 5 secondes, puis son corps se tend. Ses pupilles se contractent jusqu'à devenir de minuscules points noirs presque invisibles. Quand il parle, sa voix change à nouveau. Un triangle pointant vers le bas, symbole alchimique de l'eau. Mais Léonard l'a inversé. Ce n'est pas de l'eau, c'est le feu qui descend. Le déluge venant du ciel. Sophie laisse tomber son verre. Le bruit du verre brisé remplit la cuisine. Alexandre sent son cœur battre si fort qu'il a l'impression qu'il va se briser. Il sort un enregistreur de sa poche. Elio, comment sais-tu cela? Les yeux de l'enfant restent rivés sur la photo. Il me le montre. L'homme à longue barbe vient. La nuit, il m'emmène dans son atelier. Ça sent l'huile de lin et les pigments. Il me montre des chiffres secrets. Ce qu'ils ont caché pour que seuls certains ne puissent le voir. Les mains d'Alexandre tremblent alors qu'il écrit. Qu'est-ce qu'il te montre d'autre? Elio se lève. Il sort de la pièce. Il revient avec un cahier d'école. Il ouvre à une page précise. Alexandre voit un dessin au crayon de couleur. C'est un croquis enfantin, mais les proportions, c'est absolument parfait. Ceci est le plan architectural du réfectoire de l'abbaye de Saint-Denis, autrement dit, le plan exact du réfectoire en France qui abrite la fresque originale de la scène. Il contient des mesures précises, des angles exacts et des détails que seule une personne ayant été physiquement sur place pourrait connaître. Elio, la voix d'Alexandre Ferrand est presque un murmure. As-tu déjà été hors de France? L'enfant secoue la tête. Non, monsieur. Mais il m'y emmène dans mes rêves. Il marque une pause. Puis ajoute, il me montre les fissures sur le mur, la fenêtre donnant sur le jardin. Et l'endroit où la bombe est tombée en un 943, Alexandre sent la réalité se fissurer autour de lui. Le 15 août 1943. Le bombardement allié a effectivement touché l'abbaye. Une partie du réfectoire a été détruite. Mais miraculeusement, le mur sur lequel se trouve la scène est resté intact. Cette information ne figure pas dans les livres pour enfants. Elle se trouve uniquement dans les archives militaires, les rapports et les dossiers de restauration. Sophie Moreau commence à pleurer silencieusement. Mon fils n'est pas malade, n'est-ce pas? Dites-moi, il y a quelque chose dans son cerveau. Non, Alexandre secoue lentement la tête. Non, Madame Moreau, votre fils n'est pas malade. Il marque une pause. Votre fils est une porte. Et, de l'autre côté, il y a quelque chose que la science n'a pas encore expliqué. Elio sourit. Il s'assoit comme si de rien n'était et continue de jouer avec ses blocs. Mais avant qu'Alexandre puisse poser une nouvelle question, l'enfant parle sans même lever la tête. La prochaine fois, apportez les documents des archives secrètes de l'Église, ce qu'ils ont caché. Une courte pause. Il faudra que nous comparions. Les jambes d'Alexandre fléchissent un instant. Il ne lui a rien dit. Et pourtant, dans les archives secrètes de l'Église en France, il existe des documents accessibles uniquement à quelques personnes grâce à une autorisation spéciale, et Alexandre possède cette autorisation. Comment cet enfant peut-il le savoir? Alexandre installe un poste opérationnel temporaire dans un hôtel parisien, proche de la maison des Moreau, pendant 3 jours. Il effectue des tests approfondis avec Elio. Chaque séance produit des résultats plus impossibles que la précédente. Le 4e jour, il apporte un puzzle spécialement conçu. Les pièces numériques de la scène ont été totalement réarrangées de manière aléatoire. Peux-tu nous montrer où va chaque pièce? Demande-t-il. Alexandre pense que cela prendra au moins 20 minutes. C'est un puzzle de 200 pièces. Elio complète le puzzle en 97 secondes, mais il ne s'arrête pas. En plaçant les pièces sur la tablette, il commence à expliquer. Cette pièce contient le 3e œil de Philippe, Léonard Lapin, avec une technique de sumato en 3 couches. Son doigt parcourt l'écran. La première couche est ocre,
La deuxième contient des traces de vermillon. La troisième est un vernis transparent à l'huile de noix. Alexandre compare chaque phrase avec ça. Base de données d'analyse chimique, tout est exact. Chaque détail, Y compris, se confirmait par des tests de spectrométrie de masse menés pendant des mois. Cette nuit-là, Alexandre organise une visioconférence urgente avec le Conseil international pour les études. Léonard de Vinci, 8 pays, 15 experts, observaient dans un silence absolu les réponses d'un enfant de 5 ans à des questions capables de mettre au défi même un professeur d'université. Combien de clous visibles sur la table? Demande Dr Shenli depuis Paris. 0. Répond Elio sans la moindre hésitation. Léonard a retiré tous les éléments métalliques du centre de la composition. C'est symbolique. Le métal représente la trahison. Une courte pause. En dehors du cadre principal. Seul Jude entretient un contact visuel avec des objets métalliques. Dr Shenli feuillette C. Note à la hâte. Mon Dieu, exact. Je n'ai publié cette théorie dans une revue académique que 6 mois auparavant. Le silence a. L'écran est rompu cette fois par professeur Goldman. Depuis Lyon, il se penche pour poser la question suivante: que représente le nombre 13 dans la géométrie cachée du tableau? Les yeux d'Elio deviennent soudain vitreux, presque inanimés. On dirait qu'il ne regarde pas, mais que quelque chose de l'intérieur regarde dehors. 13. C'est la mort du cycle, dit-il. 13, c'est la trahison nécessaire. 13. C'est l'étape qui brise le cercle parfait, permet la renaissance. Léonard le savait. 7. Pourquoi il y a 13 figures dans le tableau? Mais 14 ombres. L'ombre supplémentaire est celle du spectateur. C'est nous. Nous faisons toujours partie de la trahison. Un silence absolu tombe sur la visioconférence. Personne n'avait remarqué la 14e ombre, Dr. Alexandre Ferrand. Dans son laboratoire parisien, agrandit l'image en haute résolution de la fresque originale à l'abbaye de Saint-Denis. Il active le filtre ultraviolet, et elle est là. De l'extérieur du cadre, une ombre tombe vers l'intérieur, techniquement pointant vers le spectateur. C'est impossible, murmure professeur Goldman. J'étudie cette œuvre depuis 40 ans. Elio continue de parler de cette voix qui n'est plus là. Sienne, Léonard a laissé un message mathématique. Si tu mesures la distance entre chaque apôtre et le Christ, tu obtiens la suite de Fibonacci. Mais si tu commences par Jude en ordre inverse, tu trouveras la date historique. Alexandre Ferrand semble aspirer l'air de ses poumons. Quelle date? Elio, l'enfant fixe la caméra directement sur lui. Le 30 janvier 2026, le jour où le plus grand secret sera révélé. Le jour où le monde tremblera sous le poids de la vérité. Sophie Moreau, qui écoute depuis la porte de la cuisine, laisse tomber la casserole qu'elle tenait. Le métal résonne dans toute la maison lorsqu'elle court dans la pièce. Elio est inconscient sur le canapé. Sa respiration est faible. Sa peau est pâle comme du marbre. Alexandre consulte réflexivement le calendrier sur son téléphone. Le 30 janvier 2026. Nous sommes début décembre. Environ 2 mois restent. Un des experts de la visioconférence murmure en allemand. Alexandre traduit mentalement. Down kommt. La fin approche. 30 secondes plus tard, Elio ouvre les yeux, avec la voix normale d'un enfant de 5 ans. Il demande de l'eau. Il ne se souvient de rien de ce qu'il a dit, mais dans sa main droite, il y a quelque chose qui n'était pas là une minute auparavant. Alexandre allume sa lampe UV. Spéciale. Dans la pomme, un symbole apparaît. Invisible à la lumière normale et tracé avec de l'encre invisible. C'est le sceau personnel de Léonard de Vinci, identique à celui des carnets originaux conservés dans les archives du château de Fontainebleau. Qui ou quoi a marqué cet enfant? Alexandre Ferrand prend une décision qui pourrait coûter sa carrière. Madame Sophie, je dois emmener Elio en France, à l'endroit où se trouve la fresque originale, le réfectoire de l'abbaye de Saint-Denis. Je sens que les réponses s'y trouvent. Sophie est ferme. Mon fils ne va nulle part. Ça suffit. Maintenant, mais cette nuit-là, Elio reçoit encore un visiteur, avec la permission de la famille. Alexandre dort sur le canapé de la salle, à 3h42. Il est réveillé par des pas nus. Elio marche dans la salle, endormi. Ses yeux sont ouverts, complètement blancs. L'enfant se tient devant Alexandre et parle un français. Parfait. Mais ce n'est pas le français moderne. C'est le français de la Renaissance. Alexandre Ferrand, je t'ai choisi comme protecteur. Tu dois emmener l'enfant au réfectoire, là seulement. Le voile peut être complètement levé. Le temps est compté. Fin janvier. Alexandre murmure, tremblant. Qui es-tu? Le sourire qui apparaît sur le visage d'Elio n'est pas enfantin. Ancien, sage et inquiétant. Sais-tu qui je suis, Alexandre? Tu l'as toujours su. C'est pourquoi tu as consacré ta vie à me chercher à chaque coup de pinceau. Maintenant, c'est moi qui te cherche. Et j'ai besoin de toi. Elio retourne à son lit sans se réveiller. Le lendemain matin, Sophie trouve sous son oreiller un dessin.
C'est le visage de Léonard de Vinci, aussi réaliste qu'une photographie, mais tracé aux couleurs par les mains d'un enfant de 5 ans. Sophie finit par céder, même moi. Aussi, je viens avec lui, il ne me quittera pas. 3 jours plus tard, ils prennent un vol Air France de Paris vers la baie de Saint-Denis, en traversant l'Atlantique. Elio s'endort profondément. Alexandre observe son sommeil. Dans son rêve, Elio sourit et murmure des mots en latin. Ses doigts dessinent dans l'air des symboles invisibles. Ils atterrissent à la baie de Saint-Denis sous une pluie grise. Alexandre les conduit directement. Au réfectoire, nous sommes mardi, le musée est fermé au public. Mais Alexandre bénéficie d'un accès spécial, il traverse les anciennes cours en pierre. Elio n'a jamais été ici auparavant, mais marche comme s'il connaissait chaque recoin. Il s'arrête exactement devant la porte du réfectoire. Ici, dit-il simplement. C'est ici que tout change. Alexandre ouvre les lourdes portes en bois et voici le dernier souper, la fresque originale, 6 mètres de haut, 9 mètres de large, des murs fissurés respirent 500 ans d'histoire. Elio entre lentement, ses pas résonnent dans l'espace vide, il s'arrête au centre exact de la salle. Là où les lignes de perspective de Léonard de Vinci convergent parfaitement, Sophie retient son souffle. Puis Elio lève les 2 mains vers la fresque et quelque chose d'extraordinaire se produit. Les lumières de la salle commencent à vaciller. La température chute soudainement. Alexandre voit son souffle se condenser dans l'air. Un bourdonnement profond emplit l'espace, donnant l'impression que même les murs vibrent à une fréquence impossible. Elio crie non, avec sa propre voix et celle de Léonard de Vinci. Vedilo. Vedilo finalement, et à cet instant, Alexandre voit quelque chose qui est là depuis 500 ans mais que personne n'avait remarqué. Juste au-dessus de la fresque, presque invisible sur le mur. Des traces, des fissures formant un motif. Pas un motif aléatoire, une carte astronomique, la position exacte des étoiles à une date précise. Alexandre sort son téléphone et prend frénétiquement des photos. Il lance un logiciel d'astronomie. La carte montre le ciel à 23h33. Le 30 janvier 2026, heure de Paris. Mon Dieu, murmure Alexandre, Léonard de Vinci l'avait prévu il y a 500 ans. Mais la révélation la plus terrifiante n'est pas encore arrivée. Elio s'effondre, son petit corps tombe sur le sol en marbre du réfectoire. Sophie court vers lui en criant son nom. Alexandre appelle les urgences, mais l'enfant se réveille avant qu'elle n'arrive. « Ça va, maman ?» dit-il avec sa voix normale, fine. « J'ai juste fait un long rêve. » Mais dans sa main gauche, il y a quelque chose de nouveau, des chiffres écrits à l'encre semblables à du sang séché. Alexandre les photographie immédiatement avant que Sophie n'essuie la main de son fils. Ce sont des coordonnées de latitude et longitude précises jusqu'au 7e chiffre décimal. Cette nuit-là, dans son bureau de l'Institut, Alexandre Ferrand entre les coordonnées dans Google il zoom et son cœur s'arrête presque. Les coordonnées pointent vers un endroit précis dans la baie de Saint-Denis. Mais pas le réfectoire, c'est le jardin nord, actuellement en rénovation, fermé au public depuis 2 ans, à 23h. Alexandre appelle le responsable du monastère. « Père Maurice, j'ai besoin d'un accès logeant au jardin nord, immédiatement. » Alexandre, il est 23h. Qu'est-ce qui est si urgent? Il y a quelque chose enterré là. Quelque chose que Léonard de Vinci a laissé il y a 500 ans. Un silence s'installe, puis un rire irrité. « Tu as dû boire? » « Père Maurice, je suis très sérieux. J'ai des coordonnées exactes. Donnez-moi 24 heures. Si je ne trouve rien, je ne vous demanderai plus jamais rien. » Le lendemain matin, une équipe de 5 personnes avec un radar de sol arrive au MONAST l'accent grave RE. Sophie Moreau garde Elio à l'hôtel pour qu'il se repose. L'enfant a de la fièvre 39 degrés Celsius. Il marmonne en ancien italien pendant son sommeil. L'équipe scanne la zone indiquée par les coordonnées. 17 minutes plus tard, le chef technicien appelle Alexandre, professeur. Il y a une anomalie à 3 mètres de profondeur, une grande structure métallique. Ils obtiennent l'autorisation de creuser en urgence. 6 heures plus tard, les pelles heurtent quelque chose de dur. Alexandre descend lui-même dans la tranchée. De ses mains, il nettoie la terre compactée depuis des siècles. C'est un coffre en fer battu. Le sceau de la famille de Léonard de Vinci est gravé sur le couvercle. N'ayant jamais été une famille noble officielle, ce sceau ne devrait pas exister. Mais il est là. Le véritable trésor est tangible et pèse exactement 43 kg sur la balance. Père Maurice fait 3 signes de croix. Mon Dieu, comment as-tu su? Alexandre ne répond pas. Il pleure. Il a cherché pendant 38 ans et Elio, âgé de 5 ans, l'a conduit directement vers le plus grand trésor de sa vie. Il transporte le coffre au laboratoire de restauration de l'Institut. Des experts en métaux anciens travaillent 4 heures pour ouvrir le seau sans endommager son contenu. Lorsque le couvercle s'ouvre enfin,
Alexandre retient son souffle. À l'intérieur, des centaines de feuilles de parchemin protégées par une résine végétale. Des dessins. Des calculs mathématiques et au centre un manuscrit relié en cuir. Alexandre lit la première page. Écrit de droite à gauche. En écriture miroir caractéristique de Léonard de Vinci. Ne peut être lu qu'avec un miroir. Le titre fait trembler ses mains, le message final. Pour celui qui verra au-delà du voile. Alexandre traduit à haute voix pendant que ses collègues tout enregistrent. Je l'écris en 1518. Au dernier jour de ma vie, j'ai vu ce qui allait venir. J'ai calculé les cycles célestes. J'ai saisi le motif que les anciens avaient caché. La scène n'est pas seulement un tableau, c'est une horloge. Elle indique exactement le moment où l'humanité fera face à sa plus grande épreuve. Le document continue avec des calculs astronomiques si complexes qu'Alexandre peine à les suivre. Des prédictions sur l'alignement des planètes, des références à des textes antiques perdus. Et une date qui se répète, 30 janvier 2026 à 23h33. À ce moment-là, écrit Léonard de Vinci. L'enfant viendra, il verra ce que j'ai vu, parlera avec ma voix, et montrera à l'humanité ce qu'elle doit savoir avant le grand changement. Trouvez l'enfant. Protégez-le, car il est la clé. Alexandre lève la tête vers ses collègues. Elio. Léonard avait écrit à propos d'Elio il y a 500 ans. À l'hôtel, Sophie Moreau ressent un frisson. Elio se réveille soudainement de son sommeil fiévreux. Sa température redevient normale en quelques secondes. Il regarde sa mère et parle avec une clarté. Parfaite, maman, ils l'ont trouvé. Maintenant, le vrai commence. Qu'avait prédit Léonard? Et pourquoi avait-il choisi un enfant français de 5 ans pour le révéler? Le manuscrit de Léonard compte 372e page. Alexandre met en place une équipe internationale de traducteurs et d'experts pour déchiffrer chaque ligne. Il travaille sans relâche pendant 5 jours. Ce qu'il découvre bouleverse toute logique. Léonard n'a pas seulement prévu la date, mais aussi le lieu, dans les terres où les aigles règnent entre les pierres. Un enfant naîtra, on appellera ce lieu France, il portera le chiffre 5 dans ses années. En décembre, il verra ce que j'ai caché en avril 1498. Alexandre vérifie les dates. Léonard a terminé la scène en avril 1498. Exactement 526 avant qu'Elio ne vive le premier épisode au musée. Elio est né le 12 août 2019, au cœur de l'ancien Paris. Là où la France régnait parmi les pierres antiques, chaque détail s'emboîte avec une précision mathématique impossible, mais la partie la plus bouleversante du manuscrit se trouve à la page 208. Léonard décrit un rituel. L'enfant doit se tenir devant l'œuvre entière, à l'endroit exact où ma main toucha le mur pour la dernière fois, au moment précis de l'alignement céleste, et prononcer les paroles que j'ai cachées. Alors seulement le voile tombera, et l'humanité verra ce qui a toujours été là, mais que personne n'a jamais pu voir. Alexandre lit. Il mémorise les mots écrits en latin antique pour en tester la prononciation. Il les dit à haute voix. Les 13 derniers mots forment une phrase exacte, ni plus, ni moins. Une fois traduit, il signifie ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, afin que le miracle de l'unique soit accompli. C'est un extrait de la table d'émeraude, le texte alchimique le plus ancien de l'humanité. Mais Léonard l'a légèrement modifié, changeant 3 mots-clés. Alexandre remarque ces changements, mais n'en saisit pas le sens. Il appelle Sophie. Nous devons amener Elio dans le réfectoire. Exactement. C'est très important. Sophie hésite. Mon fils a déjà vécu trop de choses. Je veux rentrer à la maison. Je veux que cela se termine. La voix d'Alexandre est grave. Si Léonard avait raison, si tout cela est réel, alors Elio n'est pas seulement un enfant comme tu le vois. Il fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand, planifié depuis des siècles. Et si nous ne complétons pas exactement cela comme Léonard l'a ordonné, que se passera-t-il? Sophie crie presque. Que se passera-t-il? Alexandre lit à haute voix la dernière ligne du manuscrit. Si le rituel n'est pas accompli, la fenêtre se refermera pour toujours, et l'humanité perdra sa dernière chance de s'éveiller avant l'effondrement final. Sophie pleure silencieusement à l'autre bout du fil. Pourquoi mon fils? Pourquoi Elio? Alexandre est impitoyablement honnête. Mais Léonard le savait, il avait écrit que l'enfant accepterait volontairement, qu'une part de son âme reconnaîtrait la vérité et voudrait accomplir sa mission. Cette nuit-là, Elio fait un autre rêve. À 4 heures du matin, il se réveille et se rend dans la chambre de sa mère. Maman, je dois retourner devant le tableau. Léonard a besoin de moi. Il y a quelque chose de caché derrière l'œil du Christ. Seul moi peux le voir. Sophie le prend dans ses bras. N'as-tu pas peur? Elio secoue légèrement la tête. Non, maman. Léonard est bon. Il est juste triste que personne ne comprenne son message. Mais moi, je comprends. Et je vais l'aider. 3 jours plus tard, Alexandre obtient une autorisation spéciale du gouvernement français. Le 30 décembre 2025, l'abbaye de Saint-Denis sera entièrement fermée au public.
Seules 5 personnes seront présentes. Alexandre, Sophie, Elio, Père Maurice et Dr. Shen Li. Volant depuis Pékin pour être témoin principal. Ils installent du matériel d'enregistrement haute résolution, caméra thermique, capteurs électromagnétiques, détecteurs de radiation. Tout est contrôlé depuis une pièce adjacente par l'équipe technique, si quelque chose de paranormal devait se produire. Tout serait documenté selon les standards scientifiques possibles. Le 30 décembre 2025 commence. Sous un ciel clair à Paris, Sophie habille Elio de blanc. Comme le recommande Alexandre, l'enfant est calme. Pendant le petit déjeuner, il joue sur sa tablette, regarde des vidéos de dinosaures, rit normalement. Mais lorsque le soleil commence à se coucher, Elio reste immobile. Il regarde vers le nord depuis la fenêtre de l'hôtel, en direction de la baille. Presque le moment, murmure-t-il simplement. Léonard attend. Alexandre ressent un nœud dans l'estomac. Il regarde sa montre, 18 heures. Il reste exactement 5 heures et 33 minutes avant l'instant précis. Un enfant de 5 ans va révéler ce que Léonard de Vinci a gardé secret pendant 500 ans. Et le monde est-il prêt à le savoir? 23h15. La salle à manger n'est éclairée que par des bougies. 14 bougies. Une pour chaque figure du mur. La lumière vacillante crée des ombres dansantes sur les visages des apôtres. Elio entre en tenant la main de sa mère. Il marche pieds nus. Exactement comme l'indiquent le manuscrit et les instructions d'Alexandre, ces petits pas résonnent. Dans le silence absolu, les capteurs électromagnétiques indiquent déjà des mesures anormales. Dr. Shen y fixe les moniteurs, incrédules. C'est impossible. Le champ magnétique de la salle fluctue sans aucune source visible. Alexandre conduit Elio exactement au point central de la salle, le centre géométrique où convergent toutes les lignes de perspective. Elio s'y tient et lève les yeux. Ses yeux marrons reflètent la lumière des bougies. 11h28, annonce Père Maurice en regardant sa montre. Elio ferme les yeux, sa respiration devient profonde, lente et rythmée. Alexandre remarque que l'enfant respire exactement en rythme des vibrations des bougies, comme s'il était synchronisé par une force invisible. 11h30, les caméras thermiques enregistrent une chute de température de 12 degrés en 5 secondes. Sophie frissonne non pas à cause du froid, mais à cause de quelque chose de plus primitif. Une peur ancienne venue des profondeurs de la biologie humaine. 11h32, les yeux d'Elio s'ouvrent. Ils sont complètement blancs, comme lors de sa première visite au musée. Mais maintenant, il y a quelque chose de plus, une lueur intérieure qui semble provenir de l'intérieur de son crâne. Exactement 11h33. Elio lève les 2 mains et prononce les 13 mots en parfait latin. Sa voix d'enfant se mêle à une tonalité plus profonde, plus ancienne, comme si 2 voix parlaient simultanément dans la même gorge. Quod est Prius. Sicat quod infrius. Ab perpetranda miracula reunius. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Afin que le miracle de l'unique se réalise, alors cela se produit. Le mur peint ne change pas physiquement, mais quelque chose change dans la perception. Alexandre cligne les yeux, incrédule. Les couleurs deviennent plus vives, les contours plus précis, et il voit quelque chose qu'il n'avait jamais vu malgré des milliers d'heures passées à étudier chaque centimètre de l'œuvre. Derrière la tête du Christ, un signe à peine perceptible apparaît, un cercle parfait avec un point N son centre, l'or. Le soleil, le symbole alchimique de la conscience divine. Mon Dieu, murmure Alexandre, il a toujours été là. Dr Shen Li s'écrie depuis les moniteurs, les caméras. Regardez les caméras. Sur les écrans, la peinture semble différente. Comme si les caméras captaient une longueur d'onde invisible à l'œil humain. Mais maintenant, oui. Tout le monde peut voir, il y a un texte écrit avec des pigments invisibles, qui n'apparaît que sous certaines conditions électromagnétiques, et apparemment, Elio crée ces conditions rien que par sa présence. Alexandre court vers la peinture, lit frénétiquement les mots qui semblent flotter au-dessus des apôtres. Ils sont écrits en vieil italien, en latin, en grec et en hébreu. Un message multicouche. Un palimpseste de connaissances cachées. La trahison est nécessaire à la renaissance. La fin d'un cycle permet le commencement d'un autre. Ce que vous appelez l'apocalypse n'est que la transformation. Le 30-20-00, la Terre s'alignera parfaitement avec le centre galactique. Pendant 17 minutes, la fréquence vibratoire de la planète changera. Ceux qui sont prêts s'élèveront. Les autres dormiront encore 500 ans. Alexandre lit les mots 3 fois pour s'assurer qu'il n'hallucine pas. Mais ils sont là, réels, visibles, enregistrés par 5 caméras haute résolution. Elio baisse les mains. La lueur dans ses yeux disparaît. Les mots cachés sur le mur commencent lentement à s'effacer, comme si la fenêtre de visibilité se refermait. Vite, s'écrie Alexandre, photographié tout avant que ça ne disparaisse. Pendant 3 minutes folles, il documente chaque symbole, chaque mot, chaque diagramme que Léonard a habilement caché dans son chef-d'œuvre. Il y a là assez d'informations pour réécrire l'histoire de l'art.
de la science et de la spiritualité humaine. Puis Elio parle avec sa voix normale. C'est fini. Maman, j'ai terminé. On peut aller manger une pizza? Sophie rit et pleure en même temps. Elle serre son fils contre elle. Oui, mon amour. Tu peux prendre toute la pizza que tu veux. Mais Alexandre ne bouge pas. Il lit la dernière ligne du message secret. La phrase qui apparaît. Juste avant sa disparition. La plus bouleversante de toutes, ce message est apparu cette fois à travers l'histoire. À travers cet enfant différent. Elio est le dernier. Si l'humanité ne se réveille pas. Maintenant, il n'y aura pas de 8e chance. Le cycle se terminera, et avec lui. Tout ce que vous connaissez comme réalité, cet enfant. Cette fois, qui étaient les 6 autres? Et qu'est-il arrivé à chacun d'eux? Alexandre passe 3 nuits à enquêter sans dormir. Il recherche dans les archives historiques des enfants dotés de capacités inexpliquées liées à des œuvres d'art, ce qu'il découvre le fiche sur place, Avignon, Jean, 7 ans. Prédit avec précision les détails de la fresque de la Trinité de Masaccio avant qu'elle ne soit terminée, découvert et confisqué, mort mystérieusement à 9 ans. 1506, Paris, Lucie, 6 ans. Décrit le plafond de la chapelle royale de Versailles avec une précision absolue. Michel-Ange n'avait même pas encore commencé à peindre. La fille est enfermée dans un couvent. Plus jamais de nouvelles. 1642, Bruxelles. Jacques, 5 ans. Parle dans le dialecte exact utilisé par Rembrandt dans ses notes privées. Prédit la date exacte de la mort du peintre. Disparaît 3 semaines plus tard. Corps jamais retrouvé. 1889. France. Paul, 4 ans. Dessine la nuit étoilée de Van Gogh 3 mois avant que le peintre ne crée l'œuvre. Interné dans un hôpital psychiatrique. Décède à 12 ans. 1937, France. Camille, 600. Décrit tous les symboles cachés d'un Guernica de Picasso alors que l'œuvre est encore en cours à Paris. Disparaît lors d'un bombardement, jamais retrouvé. 1988, Paris. Marc, 5 ans. Prédit la création de Untitled 1982 de Basquiat. En annonçant les mêmes symboles et couleurs exactes, décède 2 ans plus tard dans un accident de voiture. Sa famille insiste sur le fait que ce n'était pas un accident. Et maintenant Elio Moreau. Le 7e, selon le message de Léonard de Vinci. Le dernier, Alexandre présente ses découvertes à l'équipe internationale. La salle tombe dans un silence de tombe. Finalement, Dr Shenley prend la parole. Tous les enfants sont morts jeunes. Tous ont subi des morts violentes ou mystérieuses. Tous ont disparu ou ont été réduits au silence. Sophie, qui écoute depuis l'arrière de la pièce, se lève en criant « Non, non, mon fils, non, nous allons à France maintenant. » Alexandre tente de la calmer. Mais Sophie est en colère. Vous saviez qu'il se passerait quelque chose de mauvais. C'est pour ça que vous vouliez qu'il vienne. La voix de Père Maurice résonne. Grave, si Elio est vraiment le 7e. Alors sa mission n'est pas encore terminée. Le message indique que la vérité complète doit être révélée avant le 30 janvier 2026. Les événements sont encore incomplets. Comme si l'univers répondait à ces paroles, le téléphone d'Alexandre sonne. L'indicatif affiche archives secrètes de l'Église de France, sans se présenter. Une voix autoritaire parlant un français officiel résonne, Docteur Alexandre Ferrand, le Saint-Père, souhaite voir immédiatement l'enfant. Alexandre sent le sol glisser sous ses pieds. Le pape veut voir Elio. Il y a des informations qui ne peuvent être partagées qu'en face à face. L'enfant a accès à des connaissances que l'Église a gardées secrètes pendant 2000 ans. Il faut vérifier exactement ce qu'il sait. Dans 2 heures, un véhicule viendra vous chercher. L'appel se termine. Alexandre regarde Sophie. Le Vatican. Ils veulent parler à Elio. Sophie serre la main de son fils. Veux-tu y aller? L'enfant regarde sa mère, ses yeux bruns si normaux et en même temps si extraordinaires. Oui. Maman, il y a quelque chose qu'ils ont caché là-bas. Léonard de Vinci m'a demandé de le récupérer. C'est très important. 2 heures plus tard, une voiture noire avec plaque diplomatique du Vatican vient les chercher. Le trajet jusqu'à Paris dure 4 heures. Elio dort tout le long, mais dans ses rêves. Il sourit et ses lèvres forment des mots qu'Alexandre peut lire. Presque bientôt. Terminé, à l'aube. Ils arrivent aux archives secrètes de l'Église de France à Paris. Alexandre est conduit par des couloirs qu'il n'avait jamais vus malgré ses nombreuses visites, passages secrets. Escaliers descendant au niveau souterrain. Enfin, ils atteignent une vieille porte en bois. Un cardinal âgé les attend, archives secrètes, seul, sans personne dans le monde y ont accès. L'enfant devient lassant. Ils ouvrent la porte et, dès qu'Elio entre, tout le monde retient son souffle. L'enfant se dirige directement vers une étagère précise. Sans hésiter, il sort un manuscrit. Comme s'il savait exactement où il se trouvait. Il l'ouvre à une page marquée. C'est là. Véritable Bible, dit Elio. Avec une voix qui n'est pas entièrement la sienne.
la Bible que l'humanité n'était pas censée lire, celle qui révèle le secret de la dernière scène, ce que le Christ enseignait vraiment sur la transformation de la conscience. Le teint du cardinal pâlit. Comment sais-tu que cela se trouve ici? Elio sourit. Parce que, il y a 1700 ans, lorsque nous l'avons caché, j'étais là, dans un autre corps, avec un autre nom, mais pour la même raison, gardien du savoir. Jusqu'au moment où il serait temps de le révéler. Elio affirme être la réincarnation de quelqu'un qui a vécu et été témoin des événements d'Élie. À près de 2000 ans. Que contient donc ce manuscrit interdit? Le manuscrit compte 243 pages. Écrit en ancien araméen. Elio les lit à voix haute, tout en traduisant simultanément en italien. Sa voix oscille entre celle d'un enfant et celle d'un vieil homme, à la fois troublante et magnifique. Le Christ n'a pas été trahi. Lit Elio. Jude a suivi les instructions exactes. La dernière scène était un rituel d'initiation. Chaque apôtre représentait une fréquence de conscience. Le Christ leur enseignait comment élever leur vibration pour accéder à des dimensions supérieures de l'existence. La trahison apparente était nécessaire pour compléter le cycle. La mort était nécessaire pour la résurrection. Le cardinal intervient. Horrifié, c'est de l'hérésie. Elio regarde le cardinal avec des yeux semblant contenir la sagesse de siècle. Ce n'est pas de l'hérésie. Ce qu'ils ont caché, c'est la vérité que l'humanité n'était pas prête à recevoir. Mais maintenant, le temps est venu. Léonard de Vinci le savait. C'est pourquoi il a représenté la dernière scène comme une carte. Une carte de transformation. Alexandre écoute, fasciné. Elio expliquait comment chaque étape de l'élévation de la conscience correspond à chaque élément du tableau, les gestes, les positions autour de la table. Les nombres cachés, tout est un code. Le 30 janvier 2026, poursuit Elio. La Terre s'alignera avec le centre galactique. Pendant exactement 17 minutes. Une fenêtre s'ouvrira. Ceux dont la conscience est préparée pourront faire le saut. Les autres resteront dans le cycle jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Ce n'est pas une punition, mais le processus naturel de l'évolution spirituelle. Sophie écoute en silence. Les larmes aux yeux. Son fils de 5 ans explique les concepts que philosophes et mystiques tentent de comprendre depuis des millénaires. Que doivent faire les gens pour se préparer? Demande Alexandre. Elio ferme le manuscrit et fixe directement la caméra qui enregistre tout. Conscient que des millions de personnes visionneront cette séquence, ils doivent se souvenir de qui ils sont vraiment, au-delà des noms, au-delà du corps, au-delà de l'histoire personnelle. Vous êtes la conscience qui expérimente la réalité physique. Et cette expérience est destinée à s'étendre de manière que vous ne pouvez même pas imaginer. L'enfant se lève et marche vers un mur précis de l'archive, touchant une pierre particulière. La pierre s'enfonce légèrement, révélant un compartiment secret. À l'intérieur se trouve une petite boîte en or. Le cardinal s'exclame, elle est là depuis 1800. Personne ne savait comment l'ouvrir. Elio retire la boîte et l'ouvre sans effort. À l'intérieur se trouve un cristal, de la taille d'un œuf, transparent mais pas ordinaire. Lorsqu'Elio le tient, il commence à briller de sa propre lumière. Ce cristal a été utilisé par le Christ lors de la véritable dernière scène. Explique Elio. Il contient la fréquence exacte de cette nuit. La fréquence de la transformation. Léonard de Vinci le savait. Il a caché un reflet de ce cristal dans le calice devant le Christ, en utilisant des pigments spéciaux visibles uniquement dans des conditions particulières. Alexandre se souvient des images prises le 30 décembre 2025. Effectivement, ce calice avait un éclat étrange. Il pensait que c'était une erreur de caméra. Elio tend le cristal à Alexandre. Tu dois le garder. Et le 30 janvier 2026 à 23h33 précise, tu devras le placer exactement au centre du réfectoire, sous le point où toutes les lignes de perspective se rejoignent. J'y serai et tous ceux qui voudront être présents pourront l'être. La diffusion sera mondiale. L'éveil collectif aura lieu. Et ensuite, demande Sophie. La voix tremblante, Elio s'avance vers sa mère et redevient pleinement un enfant de 5 ans. Ensuite, maman, nous rentrerons à la maison. Je continuerai à aller à l'école maternelle comme tous les jours. Je mangerai des pizzas le vendredi et je jouerai avec mes amis. Parce que tout cela est important. Mais être un enfant l'est aussi. Léonard me l'a appris. 4 semaines plus tard, janvier 2026. Le monde entier connaît désormais l'histoire d'Elio, l'enfant français qui a révélé les secrets de Léonard de Vinci. Des millions de personnes se préparent à rester en alerte le 30 janvier 2026. Les sceptiques parlent d'illusions. Les croyants affirment qu'il s'agit de l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Elio joue avec ses blocs chez lui à Paris, regarde des dessins animés. Vit comme un enfant normal. Mais parfois, Sophie le voit la nuit, regardant le ciel depuis sa fenêtre. Et sait que son fils voit quelque chose qu'elle ne peut percevoir. Alexandre conserve le cristal dans un coffre sécurisé à Paris. Il attend, le monde attend.
Et quelque part entre le visible et l'invisible, Léonard de Vinci sourit. Son message a finalement été transmis. Après 500 ans de silence, l'humanité est sur le point de se souvenir de ce qu'elle a toujours su. Mais oubliez, le 30 janvier 2026 approche. La transformation sera-t-elle réelle? Ou tout cela n'est-il qu'une histoire extraordinaire créée par l'esprit d'un enfant? Exceptionnel est le désir de ceux qui cherchent un sens? La réponse viendra exactement dans 4 semaines. Et toi, lecteur qui suis cette histoire jusqu'au bout, tu seras témoin de ce qui se passera. Car ceci n'est pas seulement la fin d'une histoire, mais aussi le commencement de quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons concevoir. La question n'est plus de savoir si Elio disait la vérité. La vraie question est, es-tu prêt à voir ce qui se passera lorsque le voile tombera? Le temps le dira. Le temps montre toujours.